Mais Ah, je pensais que c'était votre métier. Non, c'est pas mon métier. Non, je fais partie de la Société astronomique de France. Donc je suis des cours en astrophysique, en astrophysique, si vous voulez. Donc j'ai une base construite dans l'enseignement. Mais j'en fais pas si longtemps. Donc je suis animateur, un peu comme vous, peut-être. Mais sauf que je me suis sur la recherche. Puis aujourd'hui, c'est difficile. Moi, j'ai déployé de l'astronome. De France, j'ai été très heureux sur un jour tu me dis regarde, C'est bon Marco, t'es bien? C'est cadré? qu'est-ce que c'est? Il me dit regarde sur la tranche, c'était la médaille d'argent de la Société d'astronomie parce qu'il était très très bon. Les galaxies, les nébuleuses sur le ciel profond, la naissance des étoiles, l'univers. La cosmologie, très exactement. Voilà. Voilà, donc je laisse la parole à Didier qui va nous montrer tout ça. Ok. Voilà. Très bien. Bah, merci Didier. Michel. Allez, bravo monsieur, bon courage. Qui est assez long. Donc on va démarrer maintenant. Est-ce que j'éteins la lumière ou... Oui, je pense que ça serait mieux. Le Soleil est l'étoile la plus proche de nous. Et on oublie souvent que c'est une étoile. Parce qu'on parle du Soleil, et la plupart des gens, si on posait la question quelle est l'étoile la plus proche, je ne suis pas sûr que beaucoup ne répondraient que c'est le Soleil. Tout état de cause, c'est une magnifique image de SOHO, satellite qui surveille le Soleil. Donc à l'Antiquité, on avait une certaine vision du monde. Donc cette idée est une idée très récente de l'univers qui évolue, et notamment des étoiles. À l'Antiquité, on rappellera que la Terre était le centre du monde, et que l'univers était statique, c'est-à-dire il y avait un univers qui était comme ça, qui ne bougeait pas, et donc tout son contenu était évidemment statique également, à l'exception des planètes quand même. Tel n'est pas le but de notre conférence aujourd'hui, donc on ne parlera pas des planètes. Les planètes signifient en grec astréran, donc c'est la seule chose qui n'était pas statique à l'Antiquité. Alors, ce principe qu'on a appelé le principe géocentrique, la Terre au centre du monde, en fait, est l'émanation des idées des grands philosophes grecs. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres qui ont travaillé sur ces idées-là. Et puis il y en a un qui a regroupé un petit peu tout ça, et qui s'appelle Ptolémée, dans un ouvrage qui s'appelle l'Almageste, et qui en fait a résumé ce dogme, et qui durera jusqu'au XVIe siècle. On placera la Terre au centre du monde. Et là, vous voyez cette petite image, on montre la Terre, et on a évidemment les planètes, ils ne les connaissaient pas encore toutes, mais le Soleil, en fait, se promène autour de la Terre comme si c'était une planète. Et puis on voit les orbites des planètes, telles qu'ils les concevaient à l'époque, on appelle ça des épicycles. Pour expliquer la rétrogradation des planètes, et ils avaient eu recours à cet artifice. Mais c'est un modèle qui tenait la route. En fait, ça se résumait un petit peu comme ça. Voilà une image de ce qui était conçu comme l'univers, la Terre au centre, et puis toutes les planètes. Et puis l'Empyrée, qui représentait le ciel, la sphère des fixes, les étoiles, qui sont représentées sur ce petit dessin ici. Voilà. On imaginait des étoiles fixes autour de tout ça, autour de la Terre. C'est une sorte de globe. Et il y avait deux mondes. Il y avait le monde au-delà de la Lune, qui était le monde du bien, l'inaltérable, où tout était beau, magnifique. Et le monde sous la Lune, qui était l'univers du mal, dominé par des éléments concrets, l'eau, l'air, la terre, le feu, etc. Donc voilà quelle était la conception, et qui a duré de l'Antiquité quasiment jusqu'à la Renaissance. Ensuite, alors on fait un grand bond dans le temps, vers les années 1543, on a certains osé de poser un nouveau principe, qui est le principe héliocentrique, c'est-à-dire c'est plus la Terre qui est le centre du monde, mais ça devient le Soleil. Et c'est Nicolas Copernic en 1543, il a fallu qu'il attende sa mort pour qu'on ose divulguer cette idée qui faisait scandale à l'époque, que la Terre n'est plus le centre du monde, mais que c'est le Soleil. Et ensuite, Galilée a évidemment confirmé un peu plus tard, 100 ans plus tard quand même, enfin cette hypothèse de Copernic. Bon, il a fait autre chose que ça, c'est pas le but d'aujourd'hui de la discussion, mais il a fallu attendre cette époque-là pour que la Terre soit ramenée au rang d'une planète. Alors, simplement quelques grands noms qui sont bien utiles dans la connaissance dont nous allons avoir besoin pour parler des étoiles après. Kepler qui a défini les lois de la mécanique céleste en 1604. Newton qui nous a apporté la gravitation universelle, la connaissance de la gravitation universelle. Et j'ai cité ces deux éléments parce que dans une étoile, on va parler beaucoup du phénomène de la gravitation, l'attraction mutuelle des corps en fonction de leur masse. Et à ce moment-là,
au dessin, Kepler et Newton. Et donc, à la Renaissance, on peut dire que la Terre n'est plus le centre du monde, mais l'univers reste fixe. Et on n'a aucune connaissance des étoiles, on ne comprend pas du tout. Pour cette époque-là, les étoiles, c'est des points lumineux dans le ciel, mais c'est tout ce qu'on peut en dire. Alors, les 200 années qui ont suivi, en gros 200 années, j'ai arrondi, il y a quand même des gens après qui ont commencé à se poser des tas de questions, notamment des philosophes tels qu'Emmanuel Kant, qui a imaginé qu'il pourrait y avoir des galaxies. Il faut se dire qu'à cette époque-là, on ne savait même pas qu'on était dans une galaxie. Donc imaginer qu'il puisse y en avoir d'autres, c'était déjà très audacieux. Giordano Bruno, lui, il a eu l'intuition de l'infinité des mondes. Il s'est dit, il y a peut-être d'autres mondes, il n'y a peut-être pas que le nôtre finalement. Et puis, il a porté malheur. Hein. Comment? Oui, il a été brûlé, oui. C'est ça, sur le bûcher. Parce qu'évidemment, toutes les idées qui étaient en dehors de la croyance de l'époque étaient malvenues. Thomas Wright, en 1740, a défini le concept de Voie lactée. Et puis j'ai cité Messier, parce que tout le monde le connaît, surtout en astronomie amateur, qui a fait un catalogue, c'était en 1795, un catalogue d'objets célestes qui contenait des nébuleuses. Alors ils ont appelé ça des nébuleuses parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas savoir si c'était autre chose que des nébuleuses. C'était des galaxies, c'était des nébuleuses planétaires, etc. Voire des amas globulaires ou des amas ouverts. Et puis, il a fallu attendre finalement le début du XXe siècle, vous voyez que c'est pas si loin, pour que l'homme réalise qu'il est situé au sein d'une galaxie. Parce que jusqu'à là, l'homme, son univers, c'était l'univers du Soleil et des planètes. Et bon, il y a un certain nombre de gens, Captain, Shapley en 1917, qui ont commencé à mesurer la galaxie. Et ils se sont aperçus qu'on était dans un système, en fait, qui était plutôt plat, qui tournait, qui avait une certaine largeur et une certaine épaisseur. Et c'est l'image prise par le télescope spatial Hubble, où on voit, finalement, j'aime bien cette image, parce qu'on se rend compte que ce qu'on voit, ce n'est pas des étoiles, c'est des galaxies. Et que quand on regarde très loin dans l'univers, bon, on voit, la définition est telle qu'on voit des galaxies qui tournent. Tout ça, c'est des galaxies. Voilà. Alors, il y en a dans tous les sens, hein. Et ça représente, en quelque sorte, on voit comme si l'espace est une matière, en quelque sorte, homogène, hein, si on la prend à grande échelle, qui est truffée de galaxies. Et dans les galaxies, il y a des étoiles, dont nous allons parler ce soir. On voit même ici un magnifique arc gravitationnel, créé par une étoile, une galaxie plus exactement, très très massive, qui déforme les rayons lumineux des objets qui sont derrière elle. Alors en fait, il a fallu attendre cette période-là pour que l'horizon de l'homme s'élargisse par étapes. Ça ne s'est pas fait d'un coup, et encore on n'est peut-être pas au bout du compte d'ailleurs. C'est une matière en permanence, en évolution permanente. La Terre se repositionne dans un espace plus vaste, qui est la galaxie, dont le diamètre était évalué à environ 100 000 années-lumière. Donc c'est assez colossal, mais malgré tout c'est petit à côté de tout cet univers. 100 000 années-lumière, c'est la largeur d'une galaxie comme ça. Et on va dire qu'au début du XXe siècle, notre univers était encore limité à notre galaxie. On ne voyait pas, on ne savait pas qu'il y en avait d'autres. Et deux découvertes majeures vont arriver au XXe siècle, début du XXe siècle. La théorie de la relativité, Albert Einstein, qui va nous apporter une des clés du fonctionnement des étoiles. Grâce à cela, on va commencer à pouvoir réfléchir et comprendre ce qui se passe dans les étoiles. Alors, Albert Einstein a posé quelques grands principes, mais notamment un important, force de gravitation courbe l'espace-temps. L'espace-temps est courbé par une masse. Mais un plus important pour comprendre les étoiles, c'est que la matière est équivalente à l'énergie. Alors cette fameuse formule que tout le monde connaît, et tout le monde ne sait pas bien à quoi ça correspond, E égale mc, ça veut dire qu'une masse du Soleil, par exemple une étoile, est équivalente à de l'énergie. Et tout ça multiplié par le carré de la vitesse de la lumière. Donc on voit que l'énergie peut être colossale. Déjà, si on a une masse de 2 ou 3, on multiplie par le carré de la vitesse de la lumière, ça fait une énergie énorme. Et c'est comme ça que les étoiles, on va voir, vont s'alimenter en énergie. La vitesse de la lumière, on doit ça aussi à Einstein. Ça aussi, c'est pas très connu. Et un autre principe, mais c'est pas le but aujourd'hui de parler de tout ça. Et par contre, l'univers ne peut pas être statique. Einstein, tout grand savant qu'il était, et ben pour lui, l'univers était toujours fixe, statique, donc pas en expansion, pas en évolution. Alors il a fallu que d'autres, on va le voir après, lui démontrent que ce n'était pas le cas.
Et encore, il n'était pas sûr que ça se ferait. L'autre grand événement, c'est la fuite des galaxies. Et en 1915, on voit que l'univers est toujours fixe et limité à notre galaxie. Mais c'est quand même la technique qui a permis de voir plus loin et de comprendre. Hein. Il y a l'esprit des hommes, mais il y a également la technique qui les a bien aidés, avec les premiers télescopes, avec les grands miroirs, 3-4 mètres, mon Palomar, mon Wilson aux USA. Et grâce à ces instruments, Edwin Hubble a pu mesurer la distance de certaines galaxies, il a pu voir en dehors de notre galaxie, et s'apercevoir que ces galaxies avaient une vitesse radiale, c'est-à-dire elles s'éloignaient avec une certaine vitesse dans le sens de l'observation, de la ligne d'observation. Par le fait même, il démontre qu'il y a d'autres galaxies. Donc c'est un fait majeur. Il parle souvent de Hubble par rapport évidemment au télescope spatial, mais je veux dire, Hubble c'était un homme qui s'est aperçu de cette fuite des galaxies, mais surtout du fait qu'il y avait d'autres galaxies, et beaucoup. Et donc éloignées la nôtre, qu'elles sont animées d'une vitesse de fuite qui est proportionnelle à leur distance. Ce qu'on appelle la loi de Hubble. Alors voilà, Edwin Hubble au Mont Wilson, là où il a fait ses principales découvertes. Il a aussi démontré, en faisant l'analyse spectrale de la lumière émise par ces galaxies, qu'il y avait un décalage vers le rouge. Et ce décalage vers le rouge, du spectre de la lumière émise par ces étoiles, bien traduit le fait que ces galaxies s'éloignent de nous dans toutes les directions. On regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, on a toute l'impression qu'elles s'en vont. Évidemment, on parle d'un univers à très grande échelle. Donc, en conclusion de cette première partie, qui était l'historique avant de parler des étoiles, proprement dit, on peut dire que l'univers a eu un commencement et donc il n'est pas fixe. Donc ça, c'est une notion que je voulais établir avant de démarrer, parce que si on était dans un univers fixe, on ne pourrait pas parler d'étoiles qui naissent, qui vivent, qui meurent, etc. D'autre part, cet univers continuera a priori à s'agrandir. Il y en a qui pensent qu'il pourra aussi peut-être se rétrécir un jour, mais enfin, là encore, ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Et les objets qui composent cet univers ont une vie, avec un début et une fin. Pour les amateurs, j'ai mis la loi de Hubble en bas, qui montre la proportionnalité de la vitesse et de la distance. Alors maintenant, venons-en donc au sujet sur lequel j'avais envie de vous faire une présentation. Qu'est-ce qu'une étoile? Alors, c'est une question, pour beaucoup finalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent répondre à la question. Une étoile, ça peut être un point lumineux dans le ciel, mais c'est aussi, si on regarde ça sur le plan physique, hein, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de la physique stellaire. En fait. C'est une sphère gazeuse, une masse de gaz, qui est en équilibre hydrostatique. Ça, c'est la définition du physicien de l'étoile. C'est avant tout une source d'énergie. C'est une source d'énergie. On va revenir bien sûr dans le détail sur tout ça, qui provient de la fusion thermonucléaire d'atomes d'hydrogène. Et d'autre part, c'est un équilibre mécanique entre deux forces. D'une part, à gauche, une pression, on va dire, une pression thermique, qui est générée par le cœur de l'étoile, et d'autre part, une force de gravitation qui va avoir tendance à compresser l'étoile. Et en fait, pour simplifier les choses, on va dire que tout au cours de l'exposé, on va voir une lutte, en fait, entre ces deux forces, la pression thermique au centre de l'étoile, et la force de gravitation qui pousse vers l'extérieur, si vous voulez, et la force de gravitation qui pousse vers l'intérieur. Tant que tout ça va se maintenir, ça se passe bien. Le jour où il y en a une qui va dominer l'autre, hein, c'est comme quand on fait le tir à la corde, tant que les deux équipes sont en forme, ça va bien, mais dès qu'il y en a une qui perd pied, tout le monde se casse la figure. On peut faire ce genre d'analogie. Petit élément anecdotique, les anciens, qui évidemment ne sont pas restés sans se poser de questions sur la source d'énergie du Soleil et des étoiles, ils ont échafaudé, bien sûr, des tas d'hypothèses. Et notamment dire, bon, peut-être que c'est quelque chose qui brûle, comme sur Terre, hein, avec du feu, avec du charbon, enfin un combustible. Et donc, quand on fait les calculs, je me suis eu l'occasion de les faire quand j'ai fait des études d'astrophysique, eh bien, on voit que le Soleil, il vivrait, si c'était du charbon, 4500 ans. Donc, on voit bien que ce n'est pas le bon combustible, il fallait trouver autre chose. Par rapport aux 10 milliards d'années pour lesquelles il est prévu. Alors,
Donc cet équilibre, résumons, c'est un équilibre entre une pression thermique, on va voir qu'il y a de la chaleur au milieu, très forte, au centre de l'étoile, qui est fournie par la fusion thermonucléaire dans le noyau. Et d'autre part, la force de gravitation, qui est fournie par la masse de matière, la masse de gaz. Donc on a les deux antagonistes qui sont présentés. Alors pendant toute la durée de sa vie adulte, l'étoile fonctionne comme un réacteur nucléaire, en fusionnant des noyaux d'hydrogène, fusionner c'est-à-dire de 2 on va faire qu'un, en noyau d'hélium. En fait il n'y en aura pas 2, il en faudra 4 pour faire un noyau d'hélium, on va le voir après. Lorsque le combustible va être épuisé, donc l'hydrogène qui est dans cette étoile, bien évidemment on conçoit qu'il va y avoir un problème d'équilibre qui va être perturbé, et c'est là que l'étoile va commencer à approcher de sa fin. Alors, voici en gros une coupe d'une étoile standard. Au centre, on a le noyau. Et autour, on a une zone qu'on appelle la zone radiative, où donc c'est surtout la pression de photons, de la lumière, qui pousse la matière vers l'extérieur. Et on a une zone convective, où la matière, toujours est poussée vers l'extérieur, mais au même titre qu'une casserole qui bout sur le feu, on voit que quand ça commence à bouillir, l'eau, il commence à y avoir des bulles, et puis l'eau remonte vers la surface. Ben, la zone convective, ça correspond exactement à ça. C'est-à-dire la matière est entraînée vers la surface par l'afflux de photons, de pression radiative, qui la pousse et qui va l'amener à la surface de l'étoile. Et c'est pour ça que, un d'entre vous nous montrait tout à l'heure de belles images du Soleil qu'il a fait, ben, c'est pour ça qu'à la surface du Soleil, on va voir des granules, des ondulations, comme une eau qui bout en fait. Une matière qui monte, qui redescend, qui remue comme dans une casserole. Voilà, donc cette pression qui est figurée comme ça par les flèches qui vont vers le centre, crée une agitation thermique dans le centre de l'étoile, on va appeler le noyau. Et c'est cette agitation thermique des électrons et des atomes, plus exactement, qui va engendrer une chaleur énorme. Et c'est cette chaleur qui va permettre de contrebalancer la force de gravitation. Vous voyez aussi un chiffre intéressant, le noyau ne représente que 20% du rayon, mais c'est 50% de la masse du Soleil. C'est-à-dire plus on s'approche de la périphérie du Soleil, d'une étoile, dire le Soleil ou une étoile, c'est la même chose, avec des tailles plus ou moins importantes, eh bien, plus la densité est faible. À la limite, à la surface du Soleil, la photosphère, s'il ne faisait pas si chaud, on pourrait passer avec un avion, le traverser. Ce n'est pas de la matière dure comme une table ou une chaise. C'est une matière avec une densité relativement faible. Par contre, au niveau du noyau, oui, il y a une densité qui est supérieure à la matière classique, traditionnelle. Alors maintenant, on va regarder le scénario. Maintenant qu'on a en gros expliqué quelles sont les conditions, disons, d'une étoile, d'existence, la formation, la vie stable de l'étoile, donc qui correspond à sa phase de fusion d'hydrogène en hélium, la rupture de l'équilibre, ça va être la fin de vie de l'étoile, et quand elle arrive en fin de vie, qu'est-ce qui reste? Il y a des résidus d'étoiles en fin de vie, et on verra qu'il y a différents types de résidus d'étoiles, selon la taille de l'étoile, selon sa masse, le résidu va être très différent. En bas, vous voyez l'image d'une galaxie spirale, et on voit tous ces points clairs lumineux, ça correspond en général à des étoiles en formation qui sont en général très bleues parce que très chaudes. Alors, attaquons par le premier point, la formation de l'étoile. Comment se crée une étoile? Et comment évolue-t-elle en fonction de ses propriétés physiques? Qu'est-ce qui va faire qu'une étoile évolue différemment d'une autre étoile? Alors, rappelons quelques noms là quand même. Vous voyez qu'on commence en gros à 1920 pour avoir quelques notions sur le combustible au centre du Soleil. Il y a quand même des gens qui ont eu des idées un petit peu avant, mais ils ne connaissaient pas le principe de la fusion thermonucléaire, donc ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs idées. Notamment, il y a deux noms quand même qu'il faut citer quand on parle des étoiles, c'est von Helmholtz, un allemand, et Kelvin, Lord Kelvin en anglais, qui ont conçu qu'il y avait une force type thermonucléaire, en tout cas, qui générait cette pression dans le Soleil. Donc, Sir Arthur Eddington, en 1920, a compris que la source d'énergie du Soleil provient de la fusion thermonucléaire. Thermonucléaire parce que thermo, c'est la chaleur due à l'agitation des particules qui va permettre cette fusion. Et que la luminosité d'une étoile est liée à sa masse. Donc plus elle est grosse,
plus elle est lumineuse. En 1938 aussi, on découvre le processus de formation. Alors ça c'est important, parce que c'est avec le mécanisme, qu'est-ce qui se passe dans le noyau, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Alors ce mécanisme, on ne va pas le détailler parce que c'est assez compliqué, ou en tout cas il faut faire appel à des notions un petit peu de chimie, hein, d'atomes qui se combinent, mais enfin on va l'évoquer quand même un petit peu tout à l'heure. On parle dans l'évolution au cœur de l'étoile de cycle qu'on appelle, enfin le cycle CNO, le cycle proton-proton également, qui est la première des relations que l'on trouve, la première réaction que l'on trouve au cœur de l'étoile, pour les plus forts. En 1969, Thomson a imaginé les premiers modèles théoriques de formation d'étoiles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait des modélisations d'étoiles à partir de critères physiques, hein, masse, luminosité, composition chimique, où en fonction des différentes couches dans l'étoile, en fonction des différentes combinaisons d'atomes, on arrive à modéliser une étoile. Et on compare ce modèle à une étoile vraie, c'est-à-dire au Soleil, puis on regarde si le modèle tient la route. Et ça permet d'extrapoler ce modèle à d'autres étoiles. C'est comme ça qu'on arrive à savoir comment fonctionnent les étoiles, même celles qu'on n'arrive pas très bien à voir. Un point important, les étoiles ne sont pas semblables. Elles suivent des phases évolutives différentes. Alors elles sont semblables, si vous voulez, dans leur constitution, mais elles ne sont pas semblables en ce sens qu'une petite étoile et une grosse étoile n'ont pas la même espérance de vie. Donc il n'y a pas du tout égalité dans ce monde-là, mais le système de fonctionnement est le même dans toutes les étoiles.